Donc bienvenue pour cette deuxième table ronde CSE SFED lors de ce e-Video Digest 2020. Donc on a une session sur les coendoscopies bien entendu, avec des sujets très variés, mêlant diagnostic et thérapeutique. Les sujets sont vastes et denses, donc on va commencer par la première présentation et j'ai le plaisir d'introduire Laurent Palazzo qui va nous parler des coendoscopies de contraste. Laurent. Très bien, merci. C'est un plaisir de vous parler du contraste. C'est arrivé en France il y a 11 ans, 2009. À l'époque, c'était une console Aloca, Alpha 10, couplée à un échoondoscope Olympus de dernière génération. Et on s'est rapidement rendu compte que c'était très intéressant. Alors, on va parler du quand, faut-il le faire, du comment, et surtout passer un certain nombre d'images. Alors, quand tout d'abord, toutes les masses solides du pancréas, c'est la base de l'échoondoscopie de contraste, ça représente probablement 80% du travail, et vous savez que les tumeurs hypovasculaires sont le plus souvent des adénocarcinomes, mais pas toujours, et par exemple, la tumeur solide le pseudopapillaire est assez régulièrement hypovasculaire. Très rarement, les métastases sont hypovasculaires, très rarement, les tumeurs neuroendocrines malignes sont hypovasculaires, et très rarement, les foyers de pancréatite sont hypovasculaires. Isovasculaire, c'est essentiellement les pancréatites pseudotumorales, incluant les pancréatites immunes, rarement l'adénocarcinome, le plus souvent sur TIPMP. Hypervasculaire, ce sont les tumeurs neuroendocrines, qui sont non agressives lorsque la prise de contraste initiale est bien homogène, agressives lorsque cette prise de contraste est hétérogène. Il y a rarement les TSPP qui peuvent être hypervasculaires, certaines métastases, les reins, les tumeurs neuroendocrines, les mélanomes, mais également les sarcomes, par exemple. Et enfin, la masse solide peut être avasculaire, et habituellement, c'est un foyer de nécrose qui est retrouvé, et il faut éviter de le biopsier. Toutes les tumeurs sous-muqueuses peuvent faire l'objet d'une échoondoscopie de contraste. Quand elles sont hypervasculaires et touchent la 4e couche, c'est habituellement une tumeur stromale. Quand c'est la 2e couche, c'est une tumeur neuroendocrine. Quand elles sont isovasculaires, c'est un pancréas aberrant. Quand elles sont hypovasculaires, c'est le lipome. Quand elles sont finement vascularisées, c'est le léiomiome. Quand elles sont avasculaires, c'est une formation kystique et il faut éviter de les biopsier. Les masses ganglionnaires sont de bons candidats pour le contraste. Quand elles sont isovasculaires et homogènes, c'est le cas par exemple de la sarcoïdose dans le médiastin, c'est habituellement bilatéral. C'est également le cas des lymphomes malins non-hodgkiniens de bas grade. Il faut que les ganglions soient multiples, pas trop volumineux, c'est pas des énormes masses. C'est souvent en fait le cas des ganglions réactionnels, aux pancréatopathies, aux hépatopathies chroniques, à la pose d'une prothèse par exemple. Lorsque la masse ganglionnaire est hypervasculaire, c'est le plus souvent une métastase de tumeur neuroendocrine quand c'est dans l'abdomen. C'est parfois une métastase de cancer à petites cellules lorsque c'est dans le médiastin. Et il ne faut pas oublier qu'un aspect typique de ganglion en imagerie, qui vous est servi comme un ganglion, mais qui est hypervasculaire et qui est unique, est assez régulièrement un paragangliome, cancer rétro-duodéno-pancréatique. Quand la masse ganglionnaire est hétérogène avec des zones avasculaires et qu'elle est volumineuse, c'est le plus souvent un lymphome malin non-hodgkinien de haut grade quand c'est confluent. Enfin, quand c'est le ganglion hypovasculaire classique, c'est le plus souvent une métastase d'un cancer qui est à proximité. Certaines lésions kystiques peuvent faire l'objet d'une échoondoscopie de contraste. La base, c'est avant tout la différenciation nodule mural versus mucus déclive. Mais c'est également intéressant dans les lésions macrokystiques avec parois fines et septa fins. Quand cette paroi est hypervasculaire durant plus d'une minute, c'est habituellement un cystadénome séreux. Quand il y a une prise modérée de contraste inférieure à une minute, c'est le plus souvent un mucineux ou une TIPMP. Quand c'est une lésion macrokystique avec paroi épaisse, cette fois-ci bien visible, supérieure au millimètre, et que c'est hypervasculaire, c'est le plus souvent une tumeur neuroendocrine kystique. Quand il y a une prise de contraste non exagérée et assez brève, incluant les septa, c'est habituellement un cystadénome mucineux. Et enfin, quand il y a une paroi épaisse, prenant modérément le contraste, avec souvent une masse tissulaire extrakystique, c'est typique d'une tumeur solide et pseudopapillaire. Alors, comment ? Eh bien, en noir et blanc. Moi, personnellement, quand je vois des sépias en contraste, je comprends rien. On fait du noir et blanc du matin au soir en échoondoscopie. Je vous conseille de faire du noir et blanc. 2 images. D'un côté le mode B, de l'autre côté l'image contraste. La puissance acoustique, elle est variable, de 0,15 à 0,40 en fonction du caractère hypoéchogène de votre masse ou de votre structure à étudier. Plus c'est hypoéchogène, plus vous montez de votre puissance acoustique pour la voir. Il faut au départ voir la cible,
sur l'image de contraste de départ avant d'injecter. Il faut qu'elle soit bien visible, qu'elle se démarque bien du parenchyme avoisinant. Il ne faut pas que ce soit tout noir. Si c'est tout noir, vous allez une perte de puissance et vous allez mal interpréter. Il faut savoir monter le gain et la puissance acoustique si l'image, votre cible, est trop noire. Il faut ajuster la focale au bord distal de la cible et utiliser une ampoule pleine de sonovue injectée dans l'axe de la veine en 5 secondes, rincée avec 10 cc de sérum physiologique prémonté sur le robinet à 3 voies. Ne pas oublier que quand la tension est à 8 et que le pouls est à 45, on va rien voir, le contraste va jamais arriver, très lentement, trop lentement, très dilué. Et donc il faut savoir faire de l'éphédrine s'il en est besoin. Et enfin, quand la cible est très petite, et notamment au niveau de la région corporo-caudale et qu'il y a la respiration qui fait bouger la cible de manière importante, il faut savoir déclencher une apnée. Alors maintenant, on voit quelques images. Ça, c'est l'aspect, vous le connaissez, typique de la tumeur neuroendocrine. C'est hypervasculaire, c'est homogène parce que c'est bénin. Voilà. Ça, c'est l'image typique de l'adénocarcinome. Ça fait 12 mm aussi. C'est révélé par une pancréatite aiguë. Ce n'est pas vu sur les images d'imagerie conventionnelle. Ni le scanner ni l'IRM ne l'ont vu parce que ça faisait 12 mm et c'était un adénocarcinome. Vous voyez le canal pancréatique qui arrive et qui n'est pas dilaté, qui arrive sur la lésion. C'était un adénocarcinome. PT1N1, hein, vous avez 12 mm, mais déjà métastatique, et la patiente est décédée 2 ans plus tard après l'adénopancréatectomie céphalique. Ça, c'est une patiente récente qui a une sténose duodénale, une masse, elle est biopsiée avant la mise de prothèse duodénale, vous avez ici la prothèse duodénale, et la biopsie ne ramène pas d'adénocarcinome. Ensuite, elle est rebiopsiée 2 fois de plus, mais c'est très difficile parce qu'il y a la prothèse, l'échoendoscope ne bouge plus, et c'est négatif. Moi, je vais utiliser le contraste pour essayer de trouver la zone. Et voilà, donc là, je ne peux pas bouger mon échoendoscope. Il est complètement pris dans cette prothèse métallique que vous avez ici. Et vous allez voir que, globalement, à peu près tout prend le contraste, sauf ça. Voilà. Et donc, si vous mettez votre aiguille là, eh bien, vous avez un diagnostic d'adénocarcinome. En fait, la tumeur, elle est beaucoup plus volumineuse. Mais maintenant, on est pris dans cette prothèse, on peut plus bouger. L'échoendoscope, il est volumineux et au final, on ne met plus l'aiguille où on veut. Eh bien, le contraste, ça aide à trouver l'endroit où est la tumeur. Certainement la tumeur. Ça, c'est une tumeur apparemment endocrine, servie comme ça sur une petite tumeur de 10 mm, 12 mm trouvée par hasard chez un patient, au niveau du corps du pancréas. Elle prenait modérément le contraste en imagerie en coupe. Quand vous avez l'échoendoscopie, vous allez me dire, d'accord, tu vas faire une biopsie. Oui, mais moi j'aime bien savoir sur quoi je pars. Je biopsie pas de la même manière. Et là, vous voyez que le contraste va arriver dans le pancréas adjacent et on va s'apercevoir rapidement que cette lésion ne prend pas le contraste. Voilà. Donc elle ne prend pas le contraste, ça n'a pas la forme d'une tumeur endocrine, ça a une limite irrégulière, c'est pas une tumeur neuroendocrine, eh ben c'est un adénocarcinome à la pancréatectomie gauche. Allez, pardon. Et c'était un PT1N1, 12 mm de diamètre, PT1N1, adénocarcinome, patient en vie. Ici, c'est un ictère avec une volumineuse masse de 40 mm de la tête du pancréas résécable. C'est pas normal d'avoir une masse de 40 mm de diamètre résécable. Il faut se méfier sur le diagnostic d'adénocarcinome. Et effectivement, quand vous faites du contraste, vous repérez tout de suite que cet adénocarcinome, il est très particulier, parce qu'il prend le contraste. Et qu'un adénocarcinome de 40 mm de diamètre qui prend le contraste de manière homogène et isoécogène au parenchyme avoisinant, c'est probablement pas un adénocarcinome. Là, c'est une masse de la queue du pancréas révélée par des douleurs, une thrombose de la veine splénique, c'est quand même très inquiétant. Vous faites du contraste, ça ressemble à l'adénocarcinome, bien sûr. Vous faites du contraste, vous tombez sur cette prise de contraste, tout de suite, vous savez qu'il y a un problème. L'adénocarcinome, c'est pas comme ça. Et en même temps, ça ressemble pas à une tumeur neuroendocrine. Regardez la forme. C'est absolument pas ça. Et donc, vous faites vos prélèvements d'une certaine manière parce que vous vous méfiez. Ça, c'est un type 1 avec des IgG4. Ça, c'est un type 2 avec une gel. Et donc, de savoir sur quoi vous partez, ça sert. Ça, c'est récent, opéré récemment, visualisé récemment, il y a un mois. C'est une masse servie par le scanner comme une masse hypovasculaire, relativement hypovasculaire, ressemblant à l'adénocarcinome. Et voilà ce que ça donne quand vous le faites en échoendoscopie de contraste. Bon, ça pourrait être un adénocarcinome hein, quand on commence la vidéo. Et puis non. Et puis non, pas du tout. Ça prend très très bien le contraste, de manière parfaitement homogène. Voilà, ça c'est une tumeur neuroendocrine. Et effectivement, sur la pièce,
c'est une tumeur neuroendocrine, PT2, G2 faible, N0, le KI est à 3%. Voilà, et elle faisait 25 mm. Mais elle est G2 faible, et elle est N0 parce qu'en fin de compte, elle est parfaitement vascularisée. Ici, c'est une petite tumeur de 12 mm de diamètre, on est dans la tête du pancréas, et vous voyez que déjà en standard, elle n'est pas si belle que ça, et alors en échoendoscopie de contraste, elle n'est pas belle. C'est-à-dire qu'elle va prendre le contraste de manière hétérogène. Et quand ça prend de manière de contraste hétérogène, alors que ce n'est pas gros, eh bien, vous voyez, ça prend le contraste de manière hétérogène. Voilà, ça, c'est une tumeur neuroendocrine, mais au final, c'est un PT1 du duodénopancréatectome céphalique. PT1, G1, N1. Voilà, N1. Alors que c'est un G1 et que ça fait 12 mm de diamètre. Donc l'hétérogénéité, c'est tout à fait intéressant pour le diagnostic d'agressivité d'une petite tumeur. Les grosses, de toute façon, il faut les opérer. Donc ça a beaucoup moins d'intérêt. Ici, vous avez un homme qui a été opéré 12 ans avant d'un adénocarcinome à cellules claires du rein. On lui trouve une petite boule dans le pancréas. Cette petite boule, vous voyez qu'elle prend massivement le contraste. Vous voyez qu'elle le prend de manière relativement homogène. Ça pourrait être une tumeur neuroendocrine. En réalité, ça va être une métastase de cancer du rein. Ici, c'est un enfant de 11 ans qui a été opéré 3 ans avant d'un sarcome de la cuisse et qui a une masse dans la tête pancréatique. Vous voyez qu'elle prend massivement le contraste. C'est une métastase de sarcome. Elles sont le plus souvent hypervasculaires. Voilà. Vous le savez avant de faire votre prélèvement, vous allez prélever sans aucune aspiration, parce que si vous aspirez, vous avez que du sang. Ici, on termine par ces images. Vous voyez, c'est une image ronde. Ici, une image ronde. Et voilà, c'est intéressant de savoir si ça prend, si ça ne prend pas le contraste. Eh bien, vous allez voir que celle-ci est parfaitement ronde et ne prend pas le contraste. Celle-ci est parfaitement ronde. Là, c'est un enfant de 13 ans. Hein. C'est dans la tête du pancréas et ne prend pas le contraste, eh bien, c'est compatible parce que c'est rond, parce que d'ailleurs en imagerie, ça prenait le contraste. En imagerie, ça prend le contraste. Les deux prennent le contraste en imagerie et pas en échoendoscopie. Eh bien, ça, c'est caractéristique des TSPP. Quand elles sont hypovasculaires, elles prennent le contraste en imagerie et pas en échoendoscopie, et surtout quand c'est dans la tête et que c'est quelqu'un de jeune. Toujours des images bizarres. Vous avez ici une lésion kystique de la queue du pancréas, femme jeune. Et quand vous injectez, vous voyez que ça prend très bien le contraste, sauf le centre, qui n'est pas un kyste banal. Vous voyez, on le suit dans la lésion, on le suit, il s'arborise. Voilà. Ici, vous avez une lésion qui pourrait ressembler à un cystadénome séreux. Il y a de très nombreuses anomalies microkystiques et quelques anomalies plus macrokystiques périphériques. Et vous allez voir que ça prend massivement le contraste, qu'il y a des petits kystes. Et regardez les images kystiques. Elles ressemblent à celles que je vous ai montrées ici. Elles rentrent dans la lésion. Elles sont parfaitement alignées sur la paroi périphérique. Elles ne sont pas comme des kystes périphériques. Eh bien, ça, ici, c'est une TSPP pseudo-endocrine, hein, elle est hypervasculaire. Voilà, mais le centre ressemble pas à une tumeur endocrine kystique. Et ça, c'est une TSPP pseudo-séreuse. Tout le monde était persuadé en imagerie que c'était un cystadénome séreux. Vous voyez, mais quand on regarde, en fin de compte, voilà, ici une masse nécrotique, en partie nécrotique, trouvée chez quelqu'un qui a maigri et qui n'a aucun symptôme, et c'est dans le pédicule hépatique postérieur. Ça fait 3 cm de diamètre, vous voyez, c'est hypervascularisé en mode Doppler, et c'est vendu en scanner en IRM comme une adénopathie nécrotique. Alors moi, je regarde tous les organes de voisinage et je ne trouve aucune tumeur. Donc déjà, je commence à tiquer, je fais un contraste et je vois que ça prend magnifiquement le contraste, sauf cette zone qui a été considérée comme nécrotique, que vous voyez ici quand ça va bouger, qui effectivement est hypovasculaire. Ok. Eh bien, il faut savoir qu'une grosse boule bien jolie, bien limitée, hypervasculaire, comme si c'était la métastase d'une tumeur endocrine, et il n'y a pas de tumeur endocrine, eh bien, il faut penser au paragangliome. Et c'était un paragangliome, je l'ai mis dans mon compte-rendu, je l'ai biopsié, et c'était un paragangliome. Voilà. Et enfin, les masses ganglionnaires volumineuses, vous en avez une ici, vous voyez, masse ganglionnaire ici, masse ganglionnaire ici, masse ganglionnaire ici, vous injectez votre contraste, bien sûr vous allez faire le prélèvement, bien sûr ça va vous donner l'histologie, mais si vous savez au départ ce que c'est, ben, à mon avis, vous biopsiez mieux. Et là, ben, quelqu'un qui a une masse ganglionnaire comme ça, hypovasculaire,
Vous voyez, avec quelques vaisseaux. Et puis quand vous allez tourner, vous allez voir que celui-ci, il prenait le contraste. Et puis, vous allez arriver à l'autre ganglion qui est confluent avec celui-ci. Voilà. On va y aller. Là. Vous voyez que là, ça prend le contraste de manière hétérogène, avec des phases avasculaires. Ça, c'est typique du lymphome malin non-Hodgkinien. Il n'y a que ça comme diagnostic. C'est les hauts grades, ils sont comme ça. On va terminer. Allez, on termine. C'est bon, voilà. Par ma conclusion. L'écho-endoscopie contraste doit être utilisée en routine, car c'est facile et rapide. C'est pas dangereux. C'est informatif parce que je sais déjà au départ vers quoi je me dirige. Cela permet de contre-indiquer certains prélèvements, la nécrose et le kyste digestif. Cela permet de mieux choisir le site de prélèvement en cas de cancer du pancréas, car je biopsie les zones hypovasculaires, j'évite les zones isovasculaires ou les zones avasculaires. Je vous remercie. Merci Laurent pour cette excellente présentation de synthèse très pragmatique et très bien illustrée. Petite question, finalement en écho-endoscopie de contraste, on se sert de la phase artérielle pour l'instant essentiellement et quasi exclusivement, alors que pour le foie maintenant on a plein d'autres marqueurs. Où est-ce qu'on en est? Il y a eu pas mal de papiers écrits il y a longtemps, mais je suis pas sûr que c'est beaucoup progressé sur les analyses des temps de la courbe temps-intensité, de la phase portale. Alors effectivement, tout le monde a ce matériel. Et moi, j'enregistre tout en TIC, donc en Time Intensity Curve. Mais en fait, je le fais pas pour faire du travail, mais je le fais au cas où quelqu'un ait envie de faire du travail prospectif, enfin consécutif sur ces malades. Il y a très peu de publications parce que, en réalité, on est feignant. On est feignant. Mais il y a un joli papier sur les pancréatites auto-immunes, sur le diagnostic différentiel entre pancréatite auto-immune, pseudotumorale et adénocarcinome pancréatique, et qui montrait que c'était très intéressant. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait faire des travaux, parce qu'il y a certainement quelque chose à faire pour améliorer les cas difficiles. Voilà, les cas difficiles. Mais je dois dire que dans la littérature, en fin de compte, voilà, il n'y a pas grand-chose, mais je suis persuadé que c'est parce qu'on est feignant, et que une fois qu'on a fait le boulot, reprendre les courbes et recalculer, c'est... Voilà. Merci. Bon, on va changer, on passe du diagnostic pur à l'interventionnel. Fabrice Cailleul, donc ça va parler d'échondoscopie rectale et thérapeutique drainée et repérée, ce qui fait 2 sujets en un en fait. C'est ça. Merci Erwan. Donc effectivement, c'est 2 sujets accolés qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc d'abord, on va commencer par l'échondoscopie thérapeutique, le drainage des collections pelviennes. Tout simplement, la technique, simple, c'est un copyright des drainages des collections péripancréatiques décrit en 1998 par Marc Giovannini, bien sûr repris largement depuis les années 2000. Pour une collection pelvienne, bien sûr, on a besoin d'un écho-endoscope, ça se fait sous scopie. On utilise principalement un cystostome, s'il est disponible, si on est dans un pays où on a le cystostome, et ou des dilatateurs, en particulier dilatation si on n'a pas de cystostome. Il vaut mieux éviter le needle knife, bien qu'il soit largement décrit dans la littérature, mais plutôt décrit dans les zones où le cystostome n'est pas disponible. On insère 1 à 2 prothèses plastiques, plutôt 2 prothèses plastiques en cas d'abcès, prévenant la récidive avec 2 prothèses plastiques. 2 possibilités sont 2 voies d'abord, la voie transrectale et la voie transvaginale. La voie transrectale est mieux tolérée et faisable dans tous les cas. Il vaut mieux éviter de drainer la vessie. C'est pas le même bilan thérapeutique pour le patient d'avoir 2 prothèses plastiques dans la vessie, et ne pas hésiter à sonder le patient parce qu'une vessie peut avoir en imagerie un aspect de collection pelvienne. L'aspiration simple est une alternative au drainage par 2 prothèses, en particulier pour les abcès de plus de 4 cm, parce que quelles sont les limites techniques? Bien sûr, elle doit être visible en écho-endoscopie, cette lésion, située à moins de 2 cm de la paroi. La collection ne doit pas être multiloculaire, ou alors on s'expose à un risque de récidive ou de reprise pour un nouveau drainage des autres localisations d'abcès. Il faut exclure bien sûr les abcès qui sont en dessous de la ligne pectinée, qui ne sont pas abordables par voie échondoscopique. Alors quand on s'intéresse à la littérature, en fait on a peu d'articles depuis la publication de 2003 de Marc Giovannini. On a seulement 2 grosses séries, la série Clermonto-Marseillaise et une série de Verdara-Joulou qui reprend plusieurs fois, avec 38 et 37 patients. Et on s'aperçoit que la fréquence de ces drainages est faible, avec 5,4 patients, de 2 à 5 patients par an dans ces 2 grosses séries.
Le succès clinique pour toutes les séries de 81 à 100%, il est bon, mais ce sont toutes des séries rétrospectives qui augmentent bien sûr le succès clinique qu'on décrit dans les séries. Juste un mot sur prothèses plastiques, prothèses métalliques. Il y a peu de papier avec les prothèses métalliques, puisqu'il y a peu de papier avec les prothèses plastiques. Là, dans la série française, il y avait 4 patients drainés avec une prothèse métallique. 1 sur 4 était repris par voie chirurgicale. Et des auteurs concluaient de drainer par voie métallique, par prothèse métallique de façon prudente. Il y a une série rétrospective de 5 patients où ils ont drainé qu'avec des prothèses métalliques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont retiré toutes leurs prothèses métalliques à 14 jours et qu'il y avait une fermeture spontanée de la fistule dans tous les cas. Alors, quand on s'intéresse aux indications, on a de multiples indications. Et on comprend peut-être pas pourquoi il y a si peu de drainage sous échoendoscopie par voie transrectale. Il y a des indications diverses, comme la diverticulite, la colitis ischémique, maladie de Crohn, appendicite, ou MST, qui sont décrits dans la littérature. Mais principalement, la principale indication, c'est le drainage transrectal post-opératoire. Donc le principal prescripteur de ces drainages, c'est le chirurgien. Quand on regarde la série de Varadarajoulou, on voit qu'en cas de drainage par voie transcolique, il y a une reprise, on ne parle pas des reprises par voie échoendoscopique, mais une reprise chirurgicale dans presque un tiers des cas, et par voie transrectale dans presque 4% des cas. Donc il y a d'autres alternatives, même si la fistule post-opératoire peut être fréquente, de 0,5 à 30% dans la littérature. Il y a d'autres alternatives qui sont très efficaces. Le drainage percutané marche très bien, jusqu'à 95% des cas, par voie abdominale ou par voie transglutéale, et même dans les cas particuliers, par exemple, de maladie de Crohn. Seule la chirurgie, d'emblée, n'est pas aimée par les chirurgiens, puisque en cas de chirurgie pour réintervention, on a 8% de chirurgie secondaire à la réintervention. Et puis, pour cette principale indication de post-opératoire, il faut bien avouer que le chirurgien n'aime pas qu'on fasse une fistule dans son côlon abaissé, qu'il a du mal à comprendre qu'on crée une fistule pour corriger sa fistule, et que le drainage par voie transglutéale lui semble plus logique, puisqu'au cas où il n'y a pas de fistule, on n'en crée pas de fistule, et qu'au cas où il y a une fistule, l'endosplonge est apparu avec des très bons résultats. Et donc probablement le prescripteur, qui est le chirurgien, préfère la voie souvent percutanée pour ces collections post-opératoires. Alors c'est difficile de conclure sur ces collections post-opératoires quelles sont les indications, parce que les études sont rétrospectives, que ce soit percutanées d'ailleurs ou sous échoendoscopie. Le drainage pelvien cependant sous échoendoscopie est une alternative de prise en charge qui fonctionne avec peu de complications et un succès clinique important. Prothèse plastique reste la référence. Et bien que multidisciplinaire, comme je vous l'ai dit, le chirurgien est le prescripteur et le décideur de la prise en charge. La rareté des indications va créer un effet centre avec et la technique de drainage peut être choisie en fonction des disponibilités du centre. Et bien sûr, la localisation de la collection est un facteur de décision du type de prise en charge pour ces collections pelviennes. On a fini avec la première partie. On va changer un peu totalement de sujet, même si on reste dans le rectum. Et on va parler du repérage sous échoendoscopie des tumeurs rectales par la mise en place de fiduciaires. Alors, il faut d'abord se familiariser, alors ça va être dur en une présentation, mais avec le vocabulaire du radiothérapeute. Le radiothérapeute cible la tumeur, qu'on appelle le GTV, growth tumoral volume, et tout autour, il étend sa radiothérapie pour avoir une marge de sécurité, puis irradier les territoires de drainage, et enfin une autre marge de sécurité des territoires de drainage. Donc on a successivement le GTV, le CTV, le PTV, le volume traité, le volume irradié total. Pour le rectum, le radiothérapeute est embêté parce que le rectum et le mésorectum sont des structures mobiles. Il ne veut pas irradier ce qu'il ne faut pas irradier, en particulier les anses grêles ou la vessie. Définir le GTV, donc le volume tumoral centré sur la tumeur, peut être difficile, surtout pour les petites tumeurs que le radiothérapeute ne peut ne pas voir. Il utilise pour ça donc les structures osseuses, après repérage par IRM ou scanner avec injection. Il y a plusieurs techniques pour CD, des cônes, des clips et l'IRM. Et bien sûr, en plus de la radiothérapie, de ciblage pré-radiothérapique sur le centrage, il y a aussi une variation au cours du traitement, puisque la vessie peut être vide, pleine, et ampoule rectale vide, pleine. Donc sous échoendoscopie, il a été évoqué l'idée, il a été mis en place le repérage par la mise en place de fiduciaires. Il y a plusieurs marques utilisées. Là, sur la vidéo, c'est des fiduciaires Cook. L'avantage, c'est que ces fiduciaires maintenant se mettent en place avec des aiguilles 22 gauche, ce qui a permis d'augmenter la facilité de placement.
Donc il se place probablement plutôt dans la musculeuse, même si les auteurs ne sont pas tout à fait d'accord dans les séries. Plutôt éviter la voie transtumorale pour éviter l'essaimage. Alors là, c'est donc un exemple de voie transtumorale, ce qu'il faut éviter de faire. Parfois, le positionnement n'est pas possible autrement, donc on passe quand même par voie transtumorale en restant dans la musculeuse, sans dépasser la musculeuse et n'allant pas au-delà pour éviter tout essaimage tumoral. Donc l'aiguille est placée dans la musculeuse, comme une ponction avec une cible plus petite et un peu mouvante. Et le fiduciaire est placé sous écho-endoscopie ensuite. Donc quel est le but des fiduciaires? Comme on voit sous la vidéo qui est dessous, celle où on visualise la mise en place, c'est que sous scopie, sous rayon X, on visualise bien le pôle supérieur et le pôle inférieur de la lésion. Après ce repérage, ça nous permet de centrer la lésion, et comme on voit sur cette photo, avant et après mise en place de fiduciaire, le centrage du radiothérapeute est différent. Il y a différentes couleurs. Vous avez en orange avant fiduciaire et en rouge après fiduciaire. Et vous voyez que le centrage du radiothérapeute n'est pas le même et qui change après la mise en place des fiduciaires. Alors est-ce que c'est faisable et sans complication de poser ces fiduciaires? On a quand même 3 grosses études prospectives dans le rectum. Il y a beaucoup d'études mises en place de fiduciaires. Ça a commencé par la prostate, c'est développé dans l'œsophage et dans le pancréas. Mais il y a 3 études sur le rectum avec 50, 20 et 11 patients. Peu de complications, une hémorragie minime, un fiduciaire intraprostatique, un fiduciaire intrapéritonéal sans conséquence. Dans une série, il y avait beaucoup de migrations, mais cependant les fiduciaires étaient placés dans la tumeur et avec la fonte tumorale, les fiduciaires ont probablement migré de ce fait. Dans une étude qu'on a réalisée avec 12 patients ayant un cancer du rectum, on a fait un centrage pré-mise en place de fiduciaire et après mise en place de fiduciaire. On avait, pour ce qu'on avait défini comme changement significatif, un changement significatif pour 11 patients sur 12 patients. Et on avait 5 patients, ce qui était remarquable, avec un décalage de l'isocentre, c'est-à-dire pas forcément un changement du volume irradié, mais un changement de cible, une cible qui était ou plus haute ou plus basse avec la mise en place des fiduciaires. Alors on n'a pas beaucoup d'études sur à quoi servent, est-ce qu'on peut être utile avec ces fiduciaires. Il y a une étude cependant prospective bicentrique néerlandaise avec 19 patients, où ils ont comparé le GTV obtenu par fiduciaire et le GTV obtenu par repère osseux classique. Ils avaient un GTV plus précis avec les fiduciaires. Donc ils ont conclu qu'il était peut-être possible de réduire les marges du GTV, et donc une réduction des marges plus importante ils avaient toutefois une réduction des marges plus importante dans le rectum proximal que dans le rectum distal. D'autres études, les limites du fiduciaire, il y a une étude de Vorteweg, qui dit que probablement il y a moins de réduction de dose des organes adjacents qu'on pourrait le penser, puisque les territoires de drainage doivent être drainés et qu'on cible ou pas mieux sur le volume tumoral, le territoire de drainage étant irradié, les organes adjacents sont aussi irradiés. Le repérage est évidemment uniquement bidimensionnel. La migration peut être importante de 0 à 45%, 45% quand même, encore une fois, dans l'étude où les fiduciaires étaient mis en intratumoral. Donc en conclusion, pour les fiduciaires, je dirais que c'est une technique sûre, mais elle doit trouver sa place dans le repérage tumoral des cancers du rectum. Peut-être existe-t-il une possibilité de surdosage plus important sur le GTV pour une meilleure réponse tumorale et un traitement conservateur après radiochimiothérapie par résection transanale, ce qui est la tendance actuelle des chirurgiens colorectaux. Sur l'épargne des organes adjacents, pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Je vous remercie. Merci Fabrice. Sur une petite question sur les drainages pelviens, même s'il n'y a pas de données à la littérature, mais dans ton expérience, il y a 2 choses. Un, on dit que les patients parfois sont gênés par les prothèses plastiques sur la gêne anale. Oui. Donc à partir de quel centimètre par rapport à la marge anale tu peux commencer à faire à quelle distance de la marge anale tu peux commencer à drainer. Et deuxième chose, une fois que tu as drainé, combien de temps tu laisses le drainage, quand tu le fais en pratique. Il n'y a pas de données à la littérature, c'est plus ton expérience et... Alors, en pratique, comme on a vu, d'abord la collection post-opératoire tend à diminuer carrément. On en a quasiment, nous, plus, et ce qu'on draine, c'est les abcès des autres indications.
Et effectivement, la prothèse qui gêne sur l'anus, c'était une réprimande des chirurgiens, en fait, hein, que ça leur plaisait pas et que ça plaisait. Après, c'est sûr que je sais pas quelle est la distance qu'il faut au minimum, mais après, ça aussi, il faut adapter aussi la longueur de la prothèse, parce que si on met une 15 cm et qu'on est à 5 cm, ça va pas aller. Globalement, les indications, quand même, qui sont pas post-opératoires, où on n'est pas bas, on est souvent dans le moyen au rectum et on a moins ce problème. Voilà, je dirais que dans ce qu'on fait actuellement. Souvent, quand c'était en post-opératoire, on est souvent au-dessus de l'anastomose, souvent. Oui, mais c'était parfois un peu bas. Et la durée de drainage, en moyenne, bien sûr, enfin, tu te poses la question si le patient évolue bien, tu le laisses 1 mois, 3 mois. On va dire plutôt 3 mois de manière générale, mais souvent ils sont gênés avant par la prothèse, qui oblige à les retirer, ou alors ils les expulsent. Des fois ils se les tirent eux-mêmes. D'accord. Bon, merci. Revenons sur le diagnostic. Maintenant, Napoléon, tu vas nous parler de TIPMP, de cas difficiles. Je pense que là aussi, ça va être intéressant. Merci Awan. Donc effectivement, on m'a demandé de vous cibler quelques cas compliqués de TIPMP. Je vous en ai choisi 3, il aurait pu y en avoir un petit peu plus. Comment est-ce qu'on différencie finalement une TIPMP canal secondaire d'une autre tumeur kystique? Comment on va différencier un polype du mucus? Et enfin, certains cas où on peut être confronté au diagnostic d'une TIPMP canal principal versus une PCC ou un obstacle tumoral avec dilatation du versum d'amont. Je vous ai pris des cas pratiques. Donc, vous voyez cette femme, 47 ans, antécédent de cancer du sein, traitée par radiochimiothérapie plus chirurgie il y a 2 ans. Dès cette époque, il avait été noté 3 lésions pancréatiques, où l'IRM était assez clair sur 2 d'entre elles. Il y avait un polypsystiome séreux classique, un autre qui était quasi pseudotissulaire, et puis il restait une 3e lésion qui était franchement kystique, et où là, le diagnostic était hésitant. C'était une possible TIPMP, et le suivi montrait qu'elle augmentait en taille. Elle avait eu une recherche génétique avec un BHL négatif. Donc vous voyez ici une des lésions, la lésion kystique, qu'on voit bien. Juste au-dessus, dans l'isthme, on avait un petit cystome séreux typique, et puis une 3e lésion avec une calcification qui est quasiment tissulaire, en tout cas en écho-endoscopie. En IRM, elle était plus caractéristique avec des microkystes à l'intérieur. Donc vous voyez cette grosse lésion corporéale. Celle qui pose problème, c'est la première qu'on a vue, sur laquelle on va retourner. Au passage, on va voir repasser la 2e de l'isthme. Et puis vous voyez cette lésion céphalique, vous voyez, qui est un peu allongée, avec des bords un peu crénelés, pour lequel, effectivement, il est difficile, enfin même impossible, sur les condos seuls de trancher. Alors, quelles sont vos options pour trancher? Bien sûr, vous pouvez faire une ponction standard. Je vous rappelle que les éléments réellement spécifiques dans ce cas-là, ça va être votre string test, ça va être la cytologie, mais que ce soit marqueur ou glucose, vous n'aurez pas de conclusion formelle. Si vous voulez trancher, sinon dans les autres cas, il va falloir choisir une de ces 3 méthodes. La pince de Moret intrachystique, sur toutes les séries qui ont été maintenant publiées, c'est un diagnostic de nature qui est porté dans 60% des cas. Pour différencier TIPMP et séreux, la spécificité est excellente. Le point noir qui a été publié récemment dans la 2e série prospective, c'était une endoscopie il y a 2 mois, une série de 100 patients, beaucoup de complications, 4% de pancréatite aiguë sévère, un décès. Donc, je pense que pour le moment, il faut recommander d'inclure ces patients dans le protocole français qui est actuellement en cours. La microscopie confocale, c'est plus ancien maintenant. Diagnostic de nature, on sait qu'on le porte dans 80% des cas. Là encore, on a une excellente spécificité pour diagnostiquer une TIPMP ou un cystome séreux. Les complications sont standards de l'emploi d'une disque de vœux gauche, donc c'est en gros 2% de pancréatite aiguë. Enfin, l'analyse du DNA intrachystique, là, on va porter un diagnostic dans 90% des cas. On a une excellente spécificité, mais malheureusement pour les lésions mucineuses, ça ne va pas être le cas pour les lésions séreuses, et on a avec des complications standards d'une vanne de gauche. Alors, dans le cas de notre patiente, on va réaliser une microscopie confocale, et vous voyez tous ces petits points noirs qui se baladent dans des canaux blancs. C'est absolument typique d'un cystome séreux. C'est le fameux réseau vasculaire qu'on ne va retrouver que dans le cystome séreux. Vous voyez ici le vaisseau. Les vaisseaux sont soit blancs, soit noirs, remplis donc des globules rouges et de la fluorescéine. Donc, quand vous avez cette image, vous pouvez vous arrêter. C'est un cystome séreux. Donc, cette patiente avait en fait 3 cystomes séreux. On va pouvoir arrêter de la surveiller.
Deuxième situation, polype ou mucus. Donc là, c'était la mère d'un radiologue, 70 ans, excellent état général. Il lui fait un scan TAP de dépistage, comme ça se fait un petit peu, je dirais, dans les milieux autorisés, en particulier radiologues actuellement. Et puis, il manque de peau, entre guillemets, il tombe sur une formation kystique de la tête du pancréas, 16 mm, donc petite, mais vous voyez clairement qu'en IRM, on a du matériel à l'intérieur, donc il ne sait pas trop qu'en penser. Est-ce que c'est du mucus, est-ce que c'est un bourgeon? Donc logiquement, il va l'adresser pour échondoscopie. Et dans ce cas-là, comme Laurent a pu vous le montrer, c'est bien sûr une indication potentielle de Sonoview. Alors vous voyez, cette lésion, qui n'est pas grosse, elle fait effectivement 15 mm. En Doppler, on n'a pas la notion qu'il y ait bien de vaisseau à l'intérieur. Elle est en revanche manifestement remplie de matériel. La communication avec le canal pancréatique principal n'est pas évidente, mais bon, manifestement en tout cas, c'est une lésion kystique et on a du matériel dedans. Donc il va falloir maintenant trancher. C'est bien évidemment pas la même attitude si c'est un polype ou si c'est du mucus. Donc on va faire notre injection de Sonoview et vous voyez clairement qu'on a un joli polype qui va se dessiner, qui fait en gros 8 mm, quand le reste de la cavité reste totalement anéchogène, alors qu'ici, vous voyez, on avait bien du matériel présent. Donc c'était en gros moitié mucus, moitié polype. Donc on se retrouve avec une vraie formation kystique, avec un polype de 8 mm à l'intérieur. J'aimerais avancer. Alors, quelles sont les performances du Sonoview dans cette indication? On a une excellente spécificité si vous avez clairement un vrai bourgeon identifié dans le kyste. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire une ponction supplémentaire pour le diagnostic. En revanche, en fonction du traitement, si vous êtes parti au niveau de la queue, quelqu'un de bien opérable, j'aurais tendance à conseiller une chirurgie d'emblée pour éviter toute fistule à la ponction, tout essaimage. Bien sûr, c'est différent si c'est une DPC à la clé, et encore plus si la chirurgie est contre-indiquée ou refusée par le patient, ce qui était le cas chez cette dame. Et là, si vous voulez faire une radiofréquence, on n'est pas avec un traitement pour le moment, je dirais, standardisé. Donc je pense que la ponction sera souhaitable pour confirmer qu'on a bien une dysplasie et que ce n'est pas juste un bourgeon inflammatoire, ce qui est exceptionnel dans ces situations. La sensibilité est très importante du Sonoview, donc il faut se méfier un peu du surstaging, surtout quand on n'a pas un vrai polype, mais plutôt un simple épaississement de paroi, ou si le polype qu'on a l'impression de voir est vraiment en continuité et très régulier, parce que des fois c'est simplement un bout de tissu pancréatique qui fait que le kyste lui-même n'est pas totalement rond et donne une fausse image de polype. Si vous avez le doute, il ne faut pas hésiter à recontrôler à 3 ou 6 mois, surtout si c'est une DPC à la clé. Dans le cas de cette patiente, donc, vous voyez qu'on a choisi de faire une radiofréquence. Vous voyez ici l'aiguille de radiofréquence en place. La première irradiation. Techniquement, ça avait été un peu compliqué parce qu'il y avait une petite collatérale du Wirsung qui passait à côté. Mais vous voyez qu'on est quand même plutôt pas mal placé par rapport à l'image de Sonoview dont vous vous rappelez. Donc ça, c'était en janvier de cette année. On fera 2 tirs. Et le contrôle à distance, donc là c'est quelques jours après, je l'ai recontrôlé la semaine dernière, on n'a plus d'écho à l'intérieur, donc on peut espérer avoir été curatif, c'est bien sûr le suivi qui le confirmera. Dernière situation, on est avec une suspicion de TIPMP du canal principal. Donc là, on a 3 problèmes qui peuvent se poser. On peut avoir ce diagnostic qui est évoqué par les radiologues, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait en fait une petite tumeur. Et donc, ils vont vous vendre le patient pour une TIPMP, alors qu'en fait, c'est une petite lésion tumorale avec une dilatation d'amont. Donc ça, c'est vraiment vous en écho-endo qui devez faire le diagnostic. On a une deuxième option qui va être des calculs, des calcifications présentes dans le canal, et où là peut se discuter la pancréatite chronique calcifiante versus la TIPMP. En faveur de la PSCC, les points, je dirais, les plus importants, c'est les calcifications intraparenchymateuses, en les différenciant bien de calcifications dans des collatérales du Wirsung dilaté, comme on peut le voir dans les TIPMP, et c'est la sténose terminale. Et puis, on a aussi des situations d'audit, en particulier sur des divisomes, où là, on a tout le canal dilaté, où personne ne voit la tumeur, parce qu'il n'y a pas de tumeur, ça vient buter sur la petite caroncule. Et là encore, le point clé, c'est la sténose, qui est tout à fait différente de ce qu'on aura dans les TIPMP, ou au contraire, votre ampoule va se dilater. En écho-endo, vous aurez donc surtout l'absence de bourgeons, mucus, d'épaississement de paroi. Et puis, vous ne verrez pas le canal se dilater en arrivant dans l'ampoule. Si vous avez le doute, l'examen qui va être le juge de paix, c'est l'opacification rétrograde, qui va vous permettre de différencier la sténose, qui sera nécessairement liée à une tumeur ou à un obstacle bénin, comme dans le DIT, versus la dilatation progressive, qui là est clairement une TIPMP. Alors, pour finir avec un cas pareil, vous voyez cet homme 50 ans,
qu'on peut qualifier d'éthylotabagique modérée, mais significative, pas d'antécédent de pancréatite aiguë, douleur abdominale non systématisée, scanner est fait, dilatation du canal de Gerson avec des calculs, diagnostic de PCC qui est posé. Vous voyez l'image donc de son corps pancréatique. Vous voyez qu'on a effectivement un canal qui est largement dilaté. Et puis vous voyez à l'intérieur des gros calculs avec des cônes d'ombre typiques. Vous voyez que le parenchyme n'est pas si vilain que ça. On voit des petites calcifications, calculs aussi dans le parenchyme, mais qui ont plutôt l'air d'un des canaux secondaires. Si on va progressivement, vous voyez qu'il y a d'autres gros calculs. Donc la taille du calcul, en tout cas, il faut vous en méfier pour trancher. Et si on continue à descendre vers la tête du pancréas, vous allez voir qu'on va aboutir en fait à une très large dilatation du virsung céphalique. J'ai un peu de mal avec ma souris, je m'excuse. Et vous voyez, à l'intérieur, on va voir apparaître une volumineuse formation polypoïde. Et ce qui est important, c'est que si vous suivez votre canal pancréatique, vous voyez qu'il arrive dans l'ampoule dilatée. Là, ça correspond à ces fameuses ampoules qui bavent le mucus. Donc, vous êtes en fait en face d'une TIPMP du canal principal céphalique. Vous voyez ici, on voit très bien la formation polypoïde, le mucus dans la cavité dilatée. Et en fait, ce qu'on avait en amont était simplement des gros fragments de mucus également calcifiés qui faisaient passer ce cas pour une PCC, alors que le diagnostic final était celui d'une TIPMP. Vous voyez qu'ici, on avait la duodénoscopie qui tranchait, mais si vous n'avez pas la duodénoscopie qui tranche, vous devez être alerté sur l'image que je vous ai montrée. La DPC a bien sûr confirmé la TIPMP en dysplasie de haut grade. Donc en conclusion sur ces trois cas compliqués, je dirais que quand vous avez un problème diagnostique sur une lésion kystique, eh bien il ne faut pas hésiter à aller aux techniques, je dirais, de second ordre que l'on a maintenant, que ce soit celle visio, DNA et Moret dans le cadre de protocole. Si vous avez une hésitation polype ou mucus dans une TIPMP, l'implication thérapeutique est bien sûr majeure. Donc là, c'est le Sonovio qui sera juge de paix. Et puis, quand vous avez la TIPMP canal principal ou une PCC ou un obstacle, vous hésitez, eh bien, il faut aller à l'opacification rétrograde pour trancher entre sténose ou dilatation. Je vous remercie. Merci Bertrand. Donc c'était très intéressant, sur des cas difficiles, parce que c'est vrai que les lésions kystiques pancréatiques, c'est pas toujours simple. C'est même régulièrement compliqué. Si on se retrouve avec des lésions kystiques et finalement avec le Cellvizio ne conclut pas un séreux, quelle est ta démarche après en pratique? Alors après, tout dépend s'il conclut malgré tout à autre chose. Donc si on n'est pas sur du séreux, c'est 80% de diagnostic posé, donc il y a aussi beaucoup de lésions mucineuses sur lesquelles on va conclure, ou des tumeurs neuroendocrines kystiques. Les TSPP ont le même aspect que les tumeurs endocrines. Donc on conclut quand même dans 80% des cas. Donc si le Cellvizio conclut, on adapte évidemment en fonction du diagnostic la prise en charge. Si on conclut pas en Cellvizio, eh bien je pense qu'après on va se retrouver finalement comme on était avant, à savoir qu'on aura un faisceau d'arguments et qu'on va du coup avoir plutôt une attitude de surveillance en général. Il reste les cas où je dirais que l'écho-endoscopie standard est suffisamment inquiétante sur une lésion caudale grosse avec manifestement des bourgeons dedans et où là, c'est l'option chirurgicale d'emblée qui va être envisagée. D'accord. Finalement, maintenant, le dosage des marqueurs. Franchement, le dosage des marqueurs, quand mon Cellvizio me répond, je fais plus de marqueurs, je fais plus que de la cytologie. J'ai eu un cas récemment de dissociation entre la cytologie et mon Cellvizio. Du coup, je l'ai refait. J'ai fait aussi une Moret complémentaire du coup, et finalement c'est le Cellvizio qui avait raison, c'était une contamination, mais ce qui avait piégé mon anapathe, c'est que j'avais ponctionné en transbulbaire, et j'avais dû ramener quand même de la paroi gastrique, de la muqueuse gastrique, et donc elle avait conclu la TPMP de son côté. Donc en tout cas, c'est vrai que les marqueurs, je les utilise que si le Cellvizio n'a pas tranché. Voilà. Et l'utilisation maintenant, les publications sur le glucose, le dosage du glucose intracystique, finalement. Je pense que ça apporte rien par rapport à la CE. Là, il y a eu une méta-analyse récente qui a été présentée à l'EPC qui montre que c'est un peu moins sensible, un peu plus spécifique que la CE. Il n'y a pas de combinaison qui a encore été étudiée. Je regarde les séries, un coup ils ont un cut-off à 45, un coup, enfin. Les cut-offs varient, donc je crois que malheureusement, c'est pas ça qui va bouleverser les diagnostics. Je reviens sur une phrase que je pense qui est importante sur le polype, c'est que quand on a un doute, on peut se donner du temps. Souvent, c'est pas la peine de prendre la décision trop vite, à moins qu'il y ait une image évidente de tumeur, là, c'est pas pareil, mais on peut se donner du temps de surveiller les patients. C'est des signes qui sont prédictifs de dysplasie, mais pas de cancer, et qu'on peut se donner 3 mois, 6 mois, de voir ce qui se passe, refaire les examens avant de prendre une décision
intéressant de ce côté-là, quoi. Ouais, Et donc pas de ponction systématique si c'est hypervasculaire et qu'il y a une indication opératoire, je pense que. On est entièrement d'accord. Parce que souvent. Oui, tout à fait. Et sur ce que tu dis là, sur le fait de surveiller, moi j'ai quand même au moins 3 ou 4 patients où j'ai conclu à un polype et où 6 mois après je conclus à plus rien du tout, quoi. Et sachant que c'était un polype dans ces cas-là 3-4 mm, donc des petites lésions. Donc je crois qu'il faut effectivement savoir aussi ne pas s'affoler en tout cas. C'est ça. Bon, merci. Je pense qu'on a appris plein de choses sur les maladies pancréatiques et pelviennes. Et le contraste, c'est le temps de clôturer cette session, cette deuxième table ronde, CFE SFED. Merci à tous et en espérant que vous ayez plein de choses également. Au revoir.